Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, je me surprends toujours de le dire aussi bien, cette introduction. On s'était dit qu'on l'enregistrerait un jour, mais ça reste un exercice de style. Exactement, c'est robotique maintenant. C'est l'épisode 31. Aujourd'hui, des Têtes dans le Cloud. On est à nouveau en plus petit comité. C'est très bien parce qu'aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus court pour des contraintes techniques que l'on peut avoir. Donc, on va se laisser un gros 35 minutes, ce qui est pas notre style habituel. Il va falloir que... Voilà, c'est un short. Voilà, Là, pour le... exactement. C'est presque un short pour nous. On a l'impression de faire un petit snap. C'est juste un sous-épisode. Exactement, un sous-épisode. Donc Mais toi, sur le podcast, tant pis pour les bouchons, t'auras qu'une demi-heure. Exactement. Non, mais c'était important de maintenir l'épisode. On a quand même des choses à se raconter. Alors, pour aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Copilot donne son avis. On ira voir. Il y a eu un peu de nouveautés. Donc, c'est vrai qu'on sortait d'un épisode spécial FabCon. C'est pour ça qu'on ne l'a pas couvert aujourd'hui. On a bien couvert lors d'1h30 d'épisode presque les sujets de Fabric. Par contre, de la nouveauté du côté du monde Copilot. On va aller ensuite sur les sujets low-code avec le PVP low-code. Et c'est là où j'ai demandé à Romain, mais c'est quoi le PVP ? Il y a plusieurs définitions a priori, et certains auront la rêve, bien évidemment. Après, petite news, alors Microsoft nous habitue à de la nouveauté, on le sait. Aujourd'hui, on va traiter le sujet Copiloop. Alors Microsoft tourne en rond, c'est le sujet du jour. On n'a pas tout compris sur le concept, mais on va essayer de décortiquer cette annonce. Et enfin, on finira avec feu d'artifice pour Microsoft Foundry. Pareil, il y a un petit jeu de mots très évident là-dessus. Et je terminerai donc sur une news AI. Vif du sujet, Microsoft Copilot. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, il y a eu plein de nouveautés encore. Moi, je me suis concentré sur deux nouveautés. Une concernant le notebook Copilot. Donc, au niveau du notebook, le notebook, pour rappel, c'est un endroit dans lequel on peut agréger pas mal de contenu, des discussions Copilot, des documents et autres. Et ensuite, qui n'a rien à voir avec les notebooks en data. Qui n'a rien à voir avec les notebooks en data, mais qui est plus là pour concurrencer les notebooks LM de Google. Que côté Google, en fait, ils ont les notebooks LM où tu peux mettre par exemple des documents à l'intérieur, poser des questions ensuite sur ce jeu de données assez restreint, et derrière générer des images, des présentations, des cartes heuristiques et autres. Donc Microsoft, quand ils ont introduit Notebook l'année dernière, c'était un peu dans cette logique-là, concurrencer Notebook LM, mais il était très pauvre en fonctionnalité, parce qu'à part mettre des documents et poser des questions là-dessus, tu ne pouvais rien faire d'autre. Donc là, la nouveauté, c'est que déjà, depuis 1 mois et demi, 2 mois, en fonction des plus chanceux, tu as la nouvelle interface. L'épisode va être difficile, Kevin n'a plus de voix. Ouais, je perds ma voix. Moi, je tousse, ça va être catastrophique niveau son pour Antoine. moi, j'ai peur. La salle est petite, vous êtes tous en train de souffrir. Là. Non, c'est la clim, vous allez de l'avion. pourrir mon week-end. Du coup, la nouvelle interface déjà, qui se rapproche beaucoup de ce que Google propose avec son Notebook LM. Donc, côté Notebook, maintenant, quand on va à l'intérieur, l'interface a changé pour... on a un nouvel affichage de tous les notebooks auxquels on a accès, qui sont maintenant en plus collaboratifs. On peut les partager à d'autres personnes dans l'entreprise. Sur la gauche, j'ai l'ensemble des contenus qui font partie de mon notebook, avec des suggestions qui proviennent de Copilot en fonction du sujet de mon notebook. Et maintenant, je peux créer différents types de contenus. Je peux créer, par exemple, des fiches, par exemple résumés, ou des fiches questionnaires pour, par exemple, au hasard, dans notre cas, réserver des certifications. Je peux mettre tout un tas de contenus et hop, il me génère. Et ce qui est nouveau, ce que Google proposait, je trouvais cool, mais que là, maintenant, Microsoft propose, c'est des cartes heuristiques. Donc, à partir de tous les contenus qu'on met à l'intérieur... Est-ce que tu peux épeler heuristique, s'il te plaît ? H-E-U-R-I-S-T-I. Non, voilà. Et du coup, il génère une carte heuristique qui est interactive, qui permet de naviguer à travers tous les contenus qu'on a mis à l'intérieur. Et pour chacun des sous-ensembles, on peut ensuite demander à Copilot d'approfondir ce sujet-là pour nous donner des explications supplémentaires. Ça met en lumière les concepts. Ça met en lumière les concepts de tous les contenus que j'ai mis à l'intérieur, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui va arriver par la suite, parce que là, quelque chose qu'on voit souvent, hein, on appelle ça, c'est une approche aussi graphe en fait. Oui. Hein, oui. Donc on a l'ontologie, on a beaucoup parlé de l'ontologie sur Fabric, c'est exactement ce que ça fait là. Hein. Ça ressort des docs que l'on a mis à disposition, les concepts clés fondamentaux, qui les résument le mieux et qui les lie entre eux, entre les documents, etc. De manière très visuelle. On est purement dans du graphe. Et pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui est frontière, donc il faut faire partie du programme frontière pour voir cette fonctionnalité apparaître dans le notebook. C'est un début, donc ils vont l'améliorer. Pour l'instant, par exemple, la carte heuristique, on ne peut pas nous le compléter par nous-mêmes manuellement.
Non, on peut pas. Oui, mais moi, avec mon sujet, je vais t'expliquer comment on va faire. En tout cas, là, on peut pas pour le moment. Et ensuite, il y a de nouveaux types de contenus que Microsoft va proposer. On sera en capacité de générer des vidéos bientôt. Donc, c'est exactement comme Notebook LM pour expliquer ces concepts. Et aujourd'hui, dès à présent, ce qu'on peut faire via le programme Frontier, c'est générer des documents, Word, PowerPoint, Excel, qui viennent synthétiser les documents qu'on a mis à l'intérieur de nos notebooks. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc J'aimerais tellement être à l'école à l'ère de ce type d'outils où tu mettrais tous tes papiers de recherche et ça te ferait déjà ta préface. Les fiches de révision sont vraiment pas mal à l'intérieur. Ouais, c'est cool. Donc, et alors, par contre, en plus, Notebook LM, enfin pas Notebook LM, Notebook, pardon. C'est beaucoup sous-estimé parce que ça arrive, mais c'est le piège parce qu'il y a une certification qui est la 730 qui est pour l'IA M35 Copilot et il y a pas mal de questions si vous avez pas de chance parce que c'est un peu du random les questions, vous faites pas piéger parce que en fait il y a un paquet de questions dans la certif qui peuvent avec du hasard, tomber sur Notebook. Et si vous ne l'avez jamais utilisé, ça peut vous planter votre certif quand même. Non, il est vraiment, mais il est vraiment cool l'outil. Il y a plein de choses qu'on a appris pendant le Summit qu'on partagera dans les semaines, dans les mois à venir, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations qui arrivent autour de ce produit, donc à suivre de très près. Et il n'y a pas un sujet, du coup, c'est quoi son positionnement avec Copilot Cowork ? Il n'y a pas un petit conflit d'intérêt ? Non, pas du tout, parce que là où pas la même philosophie. Ouais, parce que là où Copilot Cowork, c'est un vrai agent qui va venir faire faire des tâches à notre place sur l'ensemble de ces données dans Microsoft 365. Et qui vise la collaboration. Vise la collaboration, et du coup, on est dans une relation vraiment pair à pair avec cet agent-là, où en fait, il bosse pour nous et ensuite on valide. Là, le Cowork, c'est plus un endroit où on va venir agréger des contenus pour potasser, se focaliser sur un truc. Une nouvelle manière d'interagir avec le contenu. Et du coup, l'idée, ça serait, j'espère qu'un jour Microsoft nous mettra un Cloud Cowork dans Notebook alors. Alors aujourd'hui, les agents il y a des agents qu'on peut appeler depuis le Notebook, donc Researcher et autres. Cowork, je ne pense pas à date, mais par contre, ce qui va arriver potentiellement petit à petit, c'est que les notebooks, considérés comme un contenu, peuvent être appelés par des agents à l'extérieur du notebook. Oui, parce que c'est vrai, parce que Cowork, déjà, il accède à ton OneDrive, il accède à plein de choses, c'est assez cool. Parce que d'ailleurs, c'est vrai que, je pense que tu vas en parler, hein, c'est tout frais, ça. Je t'ai peut-être spoilé ta prochaine news, non ? Non, parce que là, non, même pas. Non, ça va. Donc ça, c'était la première news, un peu gentille. La deuxième, qui m'a vraiment... Enfin, j'ai pas vu arriver pour le coup, c'est Researcher. Donc Researcher, pour rappel, c'est un agent qui est basé sur un modèle de raisonnement avancé, qui prend en général entre 15 minutes et voire 45 minutes, 60 minutes dans certains cas, pour approfondir un sujet qu'on lui donne en amont. Et j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus rare, ça. Moi, quand je l'utilise, je ne fais jamais 15 minutes. Je sais pas ce que tu lui demandes, mais... Ah, en termes de cours. Ouais. En fait, cours, quand tu verrouilles et en fait, quand tu fais ta réponse, tu peux choisir la longueur de ta réponse. Non, mais tu peux choisir ta longueur. Et quand tu mets cours, oui, il va très vite. Ce qui peut même passer sur plusieurs jours. Par exemple, Microsoft, ils avaient fait la démo. Le nouveau liquide de refroidissement qu'ils utilisent dans les ordinateurs quantiques, ils ont dû créer une nouvelle molécule et c'est Researcher qui a posé les bases de cette molécule. Et ça a mis longtemps, c'est pas un quart d'heure, quoi. Et donc là, la nouveauté qu'on avait déjà abordée la dernière fois, c'est que Anthropic, les modèles, du coup, si on active les modèles anthropiques côté tenante Microsoft 365, eh ben, on avait le choix de choisir entre un raisonnement établi par le modèle OpenAI, donc GPT-o3, ou modèle de Claude qui était Sonnet, qui était utilisé. Donc on avait le choix entre les deux, ou on laissait en automatique et Researcher, en fonction de la demande, il choisissait le meilleur des modèles. C'était pas Opus ? Non, c'était Sonnet, c'est ce qu'il avait annoncé à l'intérieur dans Researcher. Parce que donc aujourd'hui, peut-être que c'est Opus, mais il ne l'indique pas dans les papiers de recherche en tout cas. Maintenant, il y a deux nouveaux modes qui sont arrivés. Il y a le mode critique et le mode que le nom, je trouve ça stylé, c'est le conseil des modèles. Donc critique, il n'y a pas un mode en tant que tel, c'est le automatique. En gros, la manière dont ça fonctionne, c'est GPT, donc le modèle O3, qui va préparer la réponse, faire les recherches et établir le premier niveau de réponse. Et ensuite, il y a le modèle d'Anthropic qui intervient en tant que critique et qui va venir vérifier les données qui ont été remontées par GPT, vérifier les sources, requalifier les sources si jamais c'est pas suffisamment qualitatif pour lui. C'est assez intéressant, hein. C'est un concept qu'on appelle AI as a judge, l'IA comme un juge, qui est
préconisé dans la plupart des projets d'avoir toujours un autre LLM qui vient vérifier la véracité de ce qui a été déclaré par le premier afin de limiter les hallucinations. Et ça, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est marrant quand tu dis AI as a judge, parce que du coup, Microsoft a évalué du coup, ce mode critique par le benchmark Draco, donc qui permet d'établir des scénarios de recherche un peu prédéfinis sur différents types de cas d'usage, sur la santé, sur la recherche, etc. Et du coup, c'est GPT 5.2 qui joue le rôle de juge et qui vérifie en fait l'exhaustivité et la qualité des réponses qui sont établies. Donc dans le benchmark Draco, ils ont comparé Researcher avec le modèle critique, donc GPT plus Claude, enfin plus Anthropique, versus Researcher tout seul, comme c'était avant. Et en général, ils établissent des gains entre 6% pour les modèles académiques, donc pour les recherches les plus rigoureuses, jusqu'à 54% de meilleures réponses en termes de qualité pour les cas, comme tu disais, de ces molécules, médecine, etc. Par contre, s'ils utilisent le nouveau modèle qui a leaké là, de Claude qui s'appelle Mytho, qui n'est pas dispo. Franchement, il n'utilise pas. Voilà, mais faire review par le juge Mytho, ça va être bizarre. Ça va faire bizarre. Donc ça, c'est le modèle critique. Vraiment impressionnant. Par contre, bien entendu, le prérequis, c'est que les modèles anthropiques soient activés. Et pour rappel, pour ceux qui l'activent en Europe, les données sortent de l'Europe. Okay, elles sortent de l'Europe, mais ils respectent les CGU de Microsoft. C'est-à-dire qu'ils ne s'entraînent pas les données dessus, etc. C'est juste que Anthropic n'a pas de data center grand public en Europe. J'accélère sur ces news parce que le temps est compté. L'autre mode, c'est le conseil des modèles. En gros, le prompt est exécuté par les deux modèles en parallèle, donc GPT et le modèle d'Anthropic. Donc, il s'exécute en parallèle. Et derrière, à la fin, il fait une synthèse et il met un tableau où les deux modèles sont d'accord, ensemble, et un autre tableau sur les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Il y a des écarts. Et on peut cliquer sur GPT ou le modèle d'Anthropic pour voir les deux réponses et sélectionner ce que nous, on préfère. Là où on veut donner du crédit. Donc, top. C'est intéressant. Quand tu as dit ça, le conseil des modèles, je pensais qu'ils allaient discuter entre eux, mais c'est pas loin de ça. Chacun fait son analyse et finalement, après, on obtient du comparatif avec des points de vue différents. Corrige, quoi. Alors, c'est ce qui nous permettra aussi de voir les vraies différences d'approche entre les deux modèles. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Et puis à la fin, il y a un comparatif en disant on est d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur ça. Maintenant, à toi de choisir. On va finir du coup sur cette news Modern Work. Comme je l'ai dit, on essaye de tenir le timing aujourd'hui. Donc, petit résumé des deux annonces côté Modern Work par Kevin aujourd'hui. L'amélioration de la partie notebook LLM et notamment cette arrivée du graph, la partie ontologie qui devient hyper intéressant. Et le conseil des modèles, Elias the Judge, présent dans Researcher. On enchaîne, on passe à la partie PVP, Romain, PVP low code, qui veut dire alors il veut dire les deux définitions. C'est que dans la première, en fait, j'ai fait le jeu de mots pour parler de Power Vibe Platform, c'est-à-dire c'est que la Power Platform se dote de nombreuses capacités de vibe coding, en fait. Il y en a certaines même qui sont en GA, dont on doit voir dans la news, mais c'est aussi pour moi le double jeu de mots, c'est parce que la notion de vibe coding, donc les IA qui codent en assistance ou à la place des humains, ça provoque des débats et des désaccords entre les humains, d'où le côté PVP, player versus player aussi, puisque on a des petits conflits là-dessus. Et donc, première news qui commence, entre guillemets, à dater dans le monde de l'IA, c'est que depuis début mars, on a la partie Angea, Power Apps, Code Apps, qui est donc la capacité, en fait, d'utiliser dans Visual Studio Code avec GitHub Copilot et donc avec le modèle Claude 4.6 recommandé, de pouvoir complètement vibe coder des applications Power Apps. Et c'est prod certifié et alors ça s'améliore très vite. Entre la release le premier jour officiel et un mois après, ça a fait des progrès fous. Mais c'est totalement supporté en production avec son modèle économique. Et donc, l'idée, ça va être de montrer là une première vidéo de comment ça se passe, en fait. Côté Lola Régie. Non, mais oui, dans l'ordre. Elles sont dans l'ordre.
Yes, c'est là. Et voilà, donc l'idée, en fait, c'est de montrer globalement, là, on est sur Claude 4.6 dans un Visual Studio Code. Et même l'idée, c'est que la partie code qu'on a à gauche, qui pour tout développeur se respecte, faisait 90% de l'écran, en fait, elle est ridicule. Et en fait, on discute avec notre Claude. Alors, idéalement, il faut lui envoyer un prompt très structuré, lui dire les technos qu'on a envie d'utiliser. Donc, vous pouvez utiliser tous les modèles de code, de techno qui sont recommandés dans votre entreprise, vos bonnes pratiques. Mais moi, vu qu'à la base, je suis moins tech, j'ai aussi fait le teuteux. Et je lui ai dit, je veux faire du code apps, débrouille-toi. Je veux faire cette application, débrouille-toi. Et il a été de lui-même chercher les sites officiels Microsoft qui donnent des templates de projet. Parce qu'en fait, ça, je viendrai plus tard dans la news, il y a des templates de projet. Et en fait, voilà le genre de choses qui vous créent en quelques minutes. C'est du très lourd, en fait. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, on pourrait faire une émission entière sur les techniques de vibe coding. Là, j'ai un peu fait le tête de bulbe, et je lui ai donné quasiment zéro info, et il s'est très bien sorti. Il m'a d'abord généré l'application sans les données, et après, il m'a dit, écoute, on passe en Power Apps, donne-moi ta référence de connexion, ta solution, l'environnement dans lequel tu veux déployer. Il s'est connecté donc à une table Dataverse, et à partir de là, il a mis dans la solution, il a fait les packages, il a tout fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore de la connexion GitHub directe. On peut, bien sûr... C'est Claude, hein, on peut lui demander ce qu'on veut finalement. Donc c'est assez impressionnant, vraiment ce qu'on peut faire. Futur de la Power Platform. Oui, c'est vraiment le futur, sachant qu'à côté de ça, on a en preview Power Pages qui va permettre de faire ça, enfin qui est déjà en preview. On a en très preview, mais c'est accessible aux gens, les agents Copilot Studio qui se vibe aussi. Donc on peut se dire que globalement, toute la plateforme va prendre une orientation vibe coding. Pour le moment, ce qui s'appelle Power Apps Code Apps, et j'ai pas parlé de dire Canvas ou Model Driven, donc c'est une nouvelle sorte d'application, c'est du vrai code. Le seul moyen de l'éditer et de la modifier, c'est soit de modifier le code et de repousser le package à la main, parce qu'on a accès au code vu qu'on est dans Visual Studio, contrairement à d'autres produits dont on a parlé dans les émissions précédentes comme Microsoft Plan ou Vibe.powerapps.com qui sont, on ne peut pas éditer puisque c'est plus Business Maker ou Advanced Maker. Là, c'est en langage naturel, donc j'ai envie de dire un user business à qui on lui donne tout ça, pourquoi pas, mais c'est surtout le développeur, on peut corriger à la main le code. Voilà. Mais généralement, c'est qu'on lui fait corriger, travailler dessus. Et donc, ces Power Apps Code Apps, comment ça s'active? Donc ça, c'est juste après la vidéo, c'est la première image. Globalement, c'est dans les environnements par environnement. Il faut aller dans les features de l'environnement et ensuite dans l'image suivante que je montre une fois qu'on est dans les features de l'environnement. C'est tout simplement, il faut autoriser le Power Apps Code Apps. Maintenant, il y a un impact en termes de licence pour cette première feature, vu que les Power Pages, quand on vibe, ça change rien. Les agents Copilot Studio, ça change rien. Power Apps Code Apps, c'est une toute nouvelle techno. En fait, ils appellent ça du hosted apps derrière la techno. En fait, ils hébergent du code. Et en fait, du coup, forcément, hébergement de code, Dataverse, Premium. Donc, tous les utilisateurs qui vont utiliser des Power Apps Code Apps ont besoin d'une licence Power Apps Premium. Maintenant, quand en quelques jours, parce que là, en quelques minutes, on fait une démo, mais quand on veut vraiment partir en prod, ça prend quand en quelques jours, on remplace beaucoup plus de travail. Le vrai comparatif du temps de build réduit qu'on va gagner en mettant des licences, il se pose vraiment. Donc ça, c'est super, super, super intéressant, je trouve. Par contre, du coup, ça ouvre des questions sur le vibe coding, le métier de développeur. Qu'est-ce que c'est? Donc finalement, là, vu qu'on parle parfois d'autres technos que Microsoft, moi j'ai une phrase que j'encourage à retenir aux gens, c'est que le patron d'NVIDIA, il a rappelé que oui, il y a des gens qui sont de métier développeurs, mais la plupart ont généralement passé un diplôme de software engineer ou de software, en fait, et que le but, en fait, c'est d'utiliser l'informatique pour résoudre des problèmes, et c'est ça, normalement, le but d'origine du métier. Donc, le code a beaucoup évolué, les anciens ont connu l'assembleur, les cartes perforées. En fait, la techno change, mais le but du métier ne change pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion et un débat qui peut y avoir là-dessus, entre le fait de produire du code, c'est une chose, mais donc le code a été toujours un outil pour atteindre un objectif, et c'est là que c'est intéressant. Par contre, un des derniers avantages que nous, on voit avec nos clients, c'est ce qu'ils appellent, avec cette techno-là, le security by design.
C'est-à-dire que quand tu développes une application sur mesure, il te faut des serveurs, il faut l'héberger. Et puis vous voyez sur LinkedIn, plein de gens disent « J'ai monté ma startup, j'ai failli coder mon produit, je me suis fait pirater au bout de 2 jours, au secours ». Là, non. L'authentification, c'est Power Platform, c'est vos users d'entreprise. Vous êtes dans le tenant, donc pas de circulation de données sur Internet, pas de problème d'HTTPS bidule. Et ce qui est souvent, Romain, le premier frein aujourd'hui de toute personne qui veut se mettre au vibe coding. C'est-à-dire que c'est facile de prendre Claude sur son desktop, de commencer à faire un peu de code, d'avoir un HTML, quelque chose qui tourne. Par contre, de là à l'envoyer en production, alors c'est sûr, maintenant tu peux faire connecter à GitHub, etc. Mais on sent que pour quelqu'un de néophyte, c'est là où il y a quand même des étapes. C'est la faille. C'est la faille de toutes les applications vibe codées par des néophytes. C'est les serveurs sont... Exactement. Et du coup, je trouve que ça respecte quand même la philosophie du low-code. C'est-à-dire que le vibe code te fait gagner du temps. C'est la philosophie du low-code, que ce soit accessible pour des personnes citizen dev. C'est le cas aujourd'hui, on converse pour créer de l'app. Et par contre, la promesse, c'est que tu puisses le faire avec la Power Platform dans l'environnement sécurisé. Complètement sécurisé. Donc, tu as un cadre sécurisé. Philosophiquement, l'approche est complètement différente, mais ça respecte le but de la plateforme et du produit. Et t'as pas en plus, même, tu n'as pas de stress à avoir sur les mises à jour de tes modèles, les mises à jour de tes frameworks. Derrière, ou même les mises à jour de ton framework, il a une faille. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de faille. Tu es derrière la Power Platform, tout ce qui se passe derrière. Donc, tu as hyper sécurisé, c'est hyper rassurant. Et là-dessus, je pense que voilà, on va conclure la news là-dessus parce qu'on est un peu pressé. Microsoft nous a donné 2 mots d'ordre, nous, qu'on peut donner déjà suite au summit privé de la semaine dernière. C'est la première chose, si vous avez du temps à perdre ce week-end, Visual Studio plus Copilot GitHub, alors la version pro payante, c'est quand même $20 par mois, avec Claude Opus 4.6. Et il y a des tutos sur la toute dernière image que je montre, la toute dernière vidéo que j'ai prévue. Je montre qu'il y a un site officiel Microsoft rempli de tutos qui vous donne tout comment démarrer. Donc c'est vraiment, il vous donne même des projets templates et vous donnez juste le site à Claude, il se débrouille. Donc ça vous permet de jouer. Donc ça, il faut que tout le monde s'y mette, ils ont dit, parce que la techno va bouger, la façon de vibe coder va évoluer, mais la finalité, mettez-vous-y. Et la deuxième news pour rassurer, parce que en fait, ils nous ont dit, en novembre, ils ont dit Power Platform is dead, Power Platform is reborn. Ils ont dit, c'est ça en fait la vraie signification, c'est que Power Platform, on a déjà 3 technos en vibe. On se doute bien que Microsoft va élargir à d'autres technos Power Platform pour viber. Et donc, Power Platform va être le pivot de la solution SaaS de vibe coding dans le tenant des clients. Voilà, et ça c'est un vrai mot d'ordre à se dire que ce n'est pas la fin de la Power Platform, c'est la fin comme on la connaît. C'est le renouveau. Mais c'est un vrai renouveau parce qu'elle va devenir le point central des solutions de vibe coding. On aura l'occasion d'en rediscuter, je pense même que ça vaudra le coup à un moment qu'on se fasse un épisode spécial sur le changement des métiers à l'heure du vibe code. Il y a beaucoup de choses à se dire, ça fait déjà un moment qu'on le tease, on est au-delà du buzzword et il y a une réalité qui est en train de se faire. On va passer à notre 3e sujet. Alors, pas le plus facile parce que je vous avoue qu'il est sorti tout récemment, mais comme vous le savez, dans la philosophie des têtes dans le cloud, ce qu'on aime bien, c'est prendre la news quand elle arrive, essayer de la décortiquer, de la comprendre et vous faire un petit retour d'expérience. Aujourd'hui, on va parler de Copyloop. Alors, premier retour, je pense que Microsoft ne s'est pas vraiment embêté avec le nom. Parce que celui-là, on aurait pu l'inventer. Moi j'aurais pensé à un Claudiloop. Un Claudiloop aurait pu être pas mal, mais c'est peut-être l'étape d'après d'ailleurs, celui-là. Alors, Copyloop, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on en a compris. Globalement, Microsoft essaye de ramener le meilleur des 2 mondes entre la partie intelligence artificielle de Copilot et la partie, du coup, structure collaborative de Loop. L'idée du concept, tel que ça a été écrit sur le blog en tout cas, c'est de viser la productivité infinie. Alors ça, on pouvait s'en douter, le côté loop finalement et boucle de loop pouvait laisser... De toute façon, le prototype de logo, c'était le gantelet d'infinité de Thanos. Exactement. Alors, on a un logo qui est sorti. On ne voit pas trop, d'ailleurs, sur ce logo, où est passé le côté loop. Je pense qu'ils se sont perdus un peu dans le concept. mais à force d'être très agile dans le côté mise en production, time to market, on finit par se perdre un peu dans les fonctionnalités. Donc, la productivité infinie, ça veut dire quoi sur Copilot ? L'idée, donc, c'est qu'on a un outil intelligent aujourd'hui qui n'attend pas vos instructions. Globalement, ça va aller utiliser les composants Loop pour créer des espaces de travail qui s'auto-remplissent. Énorme promesse. Ils vont s'auto-analyser et s'auto-partager sans aucune intervention humaine. Exactement. Donc là, on passe vision frontière firme totale. Ouais, parce que là, il n'y a même plus Human in the Loop. Il n'y a même plus Human in the Loop. C'est même plus collaborateurs, on est collègues et on travaille ensemble, c'est presque ça travaille tout seul. Ouais. Du coup, on est presque dans le côté frontière film, vous rappelez, au début l'IA générative est l'assistant, après c'est l'humain qui dirige
l'IA générative. Après, l'IA générative est un collègue. Et là, finalement, j'ai l'impression qu'avec Copyloop, l'IA générative est l'entreprise. Parce qu'en plus, c'est super bien pensé, parce que comme tu as dit, ça partage à tout le monde. Mais l'idée, c'est qu'ils ont retenu les logiques des pierres d'infinité en se disant, au bout d'un moment, on va diviser les gens par deux. Et donc, quand il y a trop de partage, tout simplement, ils suppriment la moitié des partages, comme Thanos supprime la moitié des gens. C'est super intéressant. Il y a peut-être un petit clin d'œil à Marvel derrière. Dans les fonctionnalités, alors on en a retenu quelques-unes, j'en ai 4. Ce qui a été annoncé sur la V1, on a l'Auto Meeting Sync. Globalement, Copyloop va détecter les créneaux vides dans votre calendrier, créer une réunion Teams avec lui-même, se rédiger l'ordre du jour, prendre les notes et vous envoyer le résumé de la réunion. Du coup, celui-là, à mon avis, ça va faire un peu grincer les dents parce qu'on est déjà en France, notamment dans le concept qu'on appelle la réunionite. Exactement. Les IA vont être en réunionite entre elles. Exactement. C'est génial. Si à chaque petit slot libre, on se retrouve ça, je sais pas. Fini les 35 heures. Non, mais c'est malin de créer dans le slot parce que ça te permet de retrouver l'enregistrement de la réunion, ça te prévient de trouver les notes. C'est cool en fait. Exactement. Tu peux même assister à la réunion du coup. Après, on retrouve pas mal le côté collaboratif sur la partie feedback loop infini. Globalement, l'IA va rédiger le document dans un composant loop. Jusqu'à maintenant, on sent que loop, c'est la base. Côté Power Platform, c'est le Dataverse. Désolé Romain. Là, c'est vraiment loop qui va être la base de Copyloop. Donc, on va avoir la création du document. L'IA va commenter le document. Et une troisième IA va appliquer les modifications. Ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on reçoit juste la notification comme quoi le document s'est créé et on peut constater le document qui a été créé de manière totalement autonome, du coup par Copyloop. Et sur un sujet de son choix. Potentiellement lié à la réunion qu'il aura créée. De son choix. Pour garder le côté humain. Et d'ailleurs, tu as pris un peu d'avance sur la news, c'est que la troisième feature, c'est le brainstorming fantôme. C'est Copyloop génère des idées de projets basées sur des projets qu'il a lui-même inventés le quart d'heure précédent. Alors, on croit rêver parce que d'un point de vue IA, tu parlais de mythos. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, le parallèle est pas mal. Il y a eu une fuite cette semaine, globalement, où un article brouillon d'Anthropic est sorti qui annonçait leur futur modèle qui s'appelle Mythos. Il n'y a pas de jeu de mots pour le coup, pas de blague là-dessus. Et du coup, qui laissait penser qu'on aurait l'IA ultime qui leur faisait même peur de mettre en production. Là, quand on voit ce qui est capable de faire Copyloop, on se demande si c'est pas un peu mythos avant l'heure. Et du coup, en tout cas, c'est assez impressionnant. On va aller sur le dernier mode. Alors, c'est le mode Out of Office augmenté. C'est-à-dire que même quand vous êtes en vacances, Copyloop continue de répondre à vos collègues. Je trouve ça pas ça drôle, Romain. Enfin, il y en a qui bossent pendant les vacances. C'est un vrai problème de société. On est toujours là à essayer de checker. Le pauvre cowork qui voulait faire ça. La quantité de burn-out a augmenté. Là, au moins, on déporte ce risque-là sur. Et c'est assez fort. Il répond à vos collègues en utilisant votre ton habituel, voire vos fautes de frappe préférées. Donc, on est dans le fine-tuning, l'ultra-personnalisation de l'expérience. Pour les personnes qui ont du mal à discuter avec des agents, en fait, en face, ils seront beaucoup plus à l'aise parce que c'est une personne. Totalement. Ce produit n'a pas de sens, mes amis. Bon, écoutez, c'est du très early. Je ne sais même pas si on peut appeler ça frontière aujourd'hui. C'était Copyloop, du coup, disponible sur tous les tenants M365 dès le 1er avril. Aujourd'hui, ce sera gratuit pour les humains. Important. Donc Microsoft fait du produit gratuit. Par contre, ce sera facturé 1 centime par mot généré par l'IA. Alors là, je pense que d'un point de vue licence, va falloir faire un peu de calcul. D'où le plan P3, ce qui est intéressant, du coup, dans ce cas-là. Et on est plus proche du P4, peut-être P4, même. Ouais. Voilà. Bon. Donc ça, c'était ma troisième news Copyloop. Vous l'avez compris, on essaye d'être toujours à la page. Dans Copyloop. C'est la news quand même qui sent le poisson. Bon, vous l'avez dit, épisode court, on n'a pas grand-chose à raconter. On va passer sur un sujet plus sérieux. On va revenir au sérieux avec Microsoft Foundry, feu d'artifice chez Microsoft Foundry. Alors, ça pourrait ressembler à une private joke. Ça ne l'est pas. On va parler de Fireworks AI, du coup, qui vient d'arriver. Alors, il a un nom tout aussi sérieux que celui d'avant. C'est ça, exactement. Là, c'est intéressant. Je pense que c'est la même équipe qui l'a brainstormé. Parmi les 4 sujets, il y a un intrus, à vous de deviner. Quel est le sujet du 1er avril dans cette émission ? Donc, Fireworks AI, c'est quoi ? Alors, c'est important, ça vient d'être annoncé, et c'est pas rien, comme First Party Inference Provider.
Lorsque vous avez suivi l'épisode spécial Fabric, on avait parlé de la société Lumel qui avait intégré Fabric IQ comme first party aussi. First party, c'est la société reste externe, n'a pas été rachetée par Microsoft, mais il y a une collaboration tellement forte que ça devient un produit et un service dans le produit MS comme si c'était natif. C'est vraiment une fonctionnalité native. On en connaît certains, un des plus connus, c'est Databricks, qu'on utilise dans Azure, vous le déployez comme un service. Et pourtant, ça reste l'éditeur Databricks qui existe de manière indépendante et que vous appelez, qui ne tourne pas dans Azure en tout cas. Fireworks, c'est la même chose. Ils sont spécialisés dans l'inférence. C'est-à-dire que leur métier, ça a été de mettre à disposition des plateformes pour faire tourner des modèles de la manière la plus optimisée possible. Et a priori, ils sont assez rapides. Ils proposent une latence très faible. Donc, on le rappelle, l'inférence en intelligence artificielle, c'est le moment où on a fini d'entraîner les modèles et on va les exécuter pour que le modèle propose son résultat. Donc, c'est vraiment le fait c'est le moteur qui fait tourner globalement aujourd'hui l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est intéressant ? C'est que Fireworks AI propose notamment un grand catalogue de modèles open source. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est ce que faisait déjà Foundry. C'est vrai, chez Foundry, on annonce à peu près 16 000, 18 000 modèles. Dont une grande majorité open source. C'est-à-dire que soit on a les modèles portés par Microsoft, souvent avec le Azure OpenAI, Azure Mistral et autres, bon, même s'il y a des petites subtilités sur les noms de temps en temps. En tout cas, on a ce nombre, on va dire, de modèles proposés as a service. Après, on a des modèles disponibles proposés par Hugging Face, par exemple, qui a son propre catalogue. Et souvent, on a du modèle open source, aussi appelé OSS. Et là, c'est plus difficile, c'est que le catalogue est large. Par contre, quand on veut les déployer, on est obligé de mettre toute une machinerie en place pour les supporter. Donc, pour des personnes moins à l'aise avec l'infrastructure, ça veut dire souvent mettre une machine virtuelle assez conséquente en place, aller choisir le bon degré de GPU nécessaire au calcul du modèle, etc. Ça complexifie pas mal le fait d'expérimenter et de passer en production sur du petit modèle. On préfère en fait la facilité du cloud. On appelle un service, on l'exécute, on a un résultat. Basta, on n'a pas à s'embêter finalement des performances, enfin de la notion de est-ce que mon infrastructure est optimisée pour ça. Et ben c'est là où se positionne du coup Fireworks AI, c'est de proposer une infrastructure optimisée pour porter du modèle OSS, du coup du modèle open source. Donc l'intérêt de ça, il est double, c'est que ça introduit 2 nouveaux modèles du coup chez Microsoft, notamment Fireworks AI arrive avec DeepSeek V3.2, avec OpenAI GPT-OSS, la partie open source d'OpenAI, Kimi 4 2.5 et Minimax M2.5, donc qui est un nouveau, exactement, qui fait partie de ces nouveaux modèles populaires. Je ne les connais pas tous non plus, il y en a tellement. On a 2 modes de consommation des modèles derrière. On peut aller faire du serverless, donc du pay per token, pour le coup assez classique, je consomme, un paiement à la consommation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi aller pouvoir faire ce qu'on appelle du PTU, donc Provision Throughput Unit, c'est quand on vient acheter tout un lot de tokens. Souvent, on a en plus des réductions, mais ça permet de dédier de la capacité et s'assurer de la disponibilité des tokens et de la performance. Si je sais que je vais consommer tant de tokens dans l'année pour mon modèle, je viens réserver finalement de la capacité du compute dédiée pour mes modèles. Donc les 2 modes d'engagement sont portés. Intérêt supplémentaire, c'est que Foundry, comme finalement il y a une intégration native de Fireworks AI dans Foundry, propose aussi sa couche de sécurité de monitoring. Donc toute la partie Azure AI Content Safety et toute la partie observabilité aujourd'hui disponible dans Foundry s'appliquera à ces modèles-là. Donc en fait, ça facilite vraiment le fait de se dire, tiens, il y a un nouveau petit modèle open source qui vient de sortir, qui est disponible dans Fireworks, je le teste, que je peux utiliser presque as a service. Pas modèle as a service dans Azure, mais as a service via Fireworks, parce que finalement, Fireworks apporte la performance optimisée de son architecture pour faire tourner ses modèles. Dernière info à avoir en tête, c'est qu'aussi il y a un côté bring your own weight. Donc, on peut amener son propre modèle, bien évidemment. Il y a ceux du catalogue Fireworks. Par contre, j'ai la possibilité de, si j'ai développé mon petit modèle sur desktop, de venir le porter côté Fireworks, qu'ils optimisent l'architecture nécessaire pour le faire exécuter et que je puisse directement l'utiliser dans Fireworks. C'est pas mal ça. Ouais, avec tout ça, en fait, dans Azure Foundry, il manque plus que AWS et Gemini et on a tout. Alors exactement, il manque, tout à fait. Il manque quelques modèles clés du marché pour les logiques partenariat concurrentiel. Par contre, sur le reste, c'est vrai que je trouve qu'entre le fait de dire on a 18 000 modèles ou 16 000, je ne sais plus c'est quoi les derniers chiffres, mais
faciliter leur utilisation, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'à un moment, on finissait par prendre le plus facile à utiliser, c'était le modèle as a service, parce que beaucoup voulaient pas s'embêter avec ça. Là, il y a une vraie promesse de valeur avec l'arrivée de Fireworks AI, et du coup, qui va certainement nous permettre d'aller voir d'autres choses que les principaux du marché et aller tester beaucoup plus facilement d'autres modèles. En fait, ça rejoint vraiment, en fait, tout comme Fabric, c'est la plateforme data globale. Foundry, en fait, continue dans cette direction d'être la plateforme IA Pro, en fait, et elle s'élargit tellement qu'on va voir tout le reste au bout d'un moment, j'espère. Tout à fait. On va finir là-dessus, parce qu'on a tenu le timing que l'on souhaitait avoir. Donc épisode short, on va l'appeler comme ça, plus court que d'habitude, pas facile, hein, parce qu'on se limite beaucoup en débat, on n'a pas l'habitude de faire ça. Il y avait néanmoins 4 news importantes, je vais vous les rappeler. Donc la partie, donc notamment research, avec le conseil des modèles, entre autres, côté Modern Work, la partie PVP, donc le vibe coding, côté Power Apps, Power Platform qui arrive via Visual Studio, Copyloop, affaire à suivre parce que ça a l'air hyper intéressant, mais on en attend un peu plus de Microsoft sur les détails techniques derrière. Normalement, et on finira sur peut-être que le 2 avril, on en saura plus. Et on finira sur Fireworks AI, disponible dans Microsoft Foundry. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode 31 des Têtes dans le Cloud. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager l'épisode, liker la chaîne ou commenter pour nous donner votre avis sur Copyloop notamment. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Bye bye.